Alors en fait, le cinéma de fantasy, même si aujourd'hui c'est devenu un genre dominant de l'industrie cinématographique, le cinéma de fantasy existe en réalité depuis très longtemps, quasiment depuis l'apparition du cinéma, parce que on pourrait dire que dès Méliès, il y a des éléments de merveilleux médiéval en fait, hein, et même dès les années 20, vous avez d'énormes productions cinématographiques en fait, hein, de fantasy. Alors c'est pas encore qualifié comme de la fantasy, mais ça reprend des éléments de fantasy. Voilà, pensez au Nibelungen de Fritz Lang, par exemple, en 1924. C'est un film qui mobilise déjà des effets spéciaux gigantesques pour l'époque, qui en fait fait enfin plusieurs heures en fait, hein. Il y a 2 films en fait, hein, c'est pas encore la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais quasiment en fait, hein, c'est vraiment des très grands films. Il y a aussi Le Voleur de Bagdad en fait, à peu près à la même époque, où là c'est de la fantaisie orientalisante en fait, hein, mais c'est de la fantaisie, il y a de la magie, il y a des créatures merveilleuses, voilà. Et pareil, hein, dans le film de Fritz Lang, il y a évidemment le dragon en fait, hein, qui est une espèce de mannequin manipulé par plusieurs opérateurs et tout. Il y a vraiment un énorme investissement pour ces films-là, et donc ce sont déjà des super productions. Il y a aussi par exemple Le Magicien d'Oz, hein. Le Magicien d'Oz, film comédie musicale sort en 1939, par exemple, c'est un film de fantasy, c'est un film qui a un énorme succès à l'époque. Et puis vous avez Disney. Disney, les premiers dessins animés Disney sont quasiment tous des dessins animés de fantasy d'ailleurs. Un des premiers dessins animés Disney s'appelle tout bêtement Fantasia. Donc on a un genre qui existe depuis très longtemps. C'est un genre en plus qui se diffuse très rapidement parce qu'il n'y a pas que les anglo-saxons qui font de la fantasy. Vous allez avoir, en Russie, puis Union soviétique, vous allez avoir des films de fantasy dès les années 50, hein, et parfois aussi des très grosses productions, mais qui sont inspirées plutôt de la mythologie russe ou de la mythologie finlandaise, en fait, hein, donc avec le Kalevala. Vous allez avoir aussi des films de fantasy en Inde, très rapidement, mais là, pour le coup, inspirés de la mythologie locale, donc le Mahabharata. Vous allez avoir aussi des films de fantasy au Japon, en Chine, et assez rapidement. Alors, ça va passer parfois, parce qu'il y a aussi le problème, c'est le problème des effets spéciaux. On va passer parfois par la case en fait film d'animation, ce qui permet de contourner la problématique des effets spéciaux. Mais parfois, vous allez avoir des films très rapidement où on va investir très lourdement dans des effets spéciaux absolument gigantesques pour donc justement mettre en scène cet émerveillement en fait, hein, du cinéma de fantasy. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir que l'émerveillement magique que proposent les films de fantasy sont originaires, en fait, sont dus à des techniques, en fait, des technologies extrêmement, enfin des technologies de pointe, en fait. Donc on a une espèce de contradiction, en fait, qui est assez étonnante. Bon, néanmoins, ce qui va aujourd'hui, ce qui explique le succès de la fantasy, c'est la génération des années 60-70, hein, donc le nouvel Hollywood, en fin de compte. Où vous allez avoir des auteurs qui sont étudiants dans les années 60 aux États-Unis, qui reçoivent Tolkien, mais qui le reçoivent non pas comme un texte de grande littérature, mais comme un texte contre-culturel. Tolkien, à l'époque, est lu par les hippies. Les hippies adorent Tolkien. Ils voient dans les hobbits une espèce de communauté écolo où tout le monde fume de l'herbe à pipe. Hein, donc il y a une espèce d'imagerie hyper cool des hobbits. Et puis, en fait, il y a certains de ces lecteurs-là, dont il y a par exemple George R.R. Martin fait partie de cette génération-là, hein, mais certains autres en fait vont devenir en fait des cinéastes. Je pense notamment à Ralph Bakshi en fait, hein, qui va proposer en fait en 77 un dessin animé qui va être un dessin animé vraiment fondateur qui s'appelle Les Sorciers de la Guerre, hein, dans lequel il y a une espèce d'opposition binaire entre d'un côté la magie qui est positive et puis la technologie en fait, hein, qui est négative. Donc Bakshi, l'année d'après, hein, et Bakshi d'ailleurs était quelqu'un qui était assez proche de George Lucas. Hein, donc il y a tout un milieu hein, dans lequel la fantaisie grenouille, et puis la fantaisie devient vraiment une espèce de genre contre-culturel qui est là pour s'adresser à des adolescents un peu en révolte, hein, quelque part. Et puis Bakshi, juste l'année d'après, va produire la première adaptation au cinéma du Seigneur des Anneaux en dessin animé, qui est une proposition qui est assez intéressante.
Et puis, au cours des années 80, vous allez avoir de plus en plus de films, mais qui sont des films, encore une fois, assez contre-culturels, ou qui passent par la VHS, ou qui ne sont pas encore des grands cycles comme on connaît aujourd'hui, mais qui vont marquer durablement. On pense notamment au film Conan, donc le premier qui est tourné par Milius en 1982. Mais à cette époque-là, encore une fois, ce film-là s'est perçu comme une espèce de péplum augmenté, quoi, donc avec des créatures magiques. Hein. Donc il y a encore une fois une imagerie assez contre-culturelle de ce cinéma-là. Et puis, au bout de 10-15 ans, là pour le coup, les grands studios vont commencer à se dire tiens, il y a une carte à jouer, hein, d'autant plus que les effets spéciaux ont réussi à devenir meilleurs avec le temps. Et donc les grands studios vont laisser leur chance aux grandes fresques de fantasy, à commencer par Le Seigneur des Anneaux, donc à partir de 2001, et c'est d'ailleurs à la même année que sort aussi Harry Potter, et là pour le coup il y a une explosion qui est absolument extraordinaire, vu que depuis que la trilogie du Seigneur des Anneaux est sortie sur les écrans donc en 2001 jusqu'à aujourd'hui, en gros une dizaine d'années, en fait, sur 10 ans, en l'espace de 18 ans, le film qui rencontre le plus de succès au niveau mondial, c'est un film de fantasy. Voilà. Donc là, on a une industrie qui est devenue dominante, en fait. Hein. Donc, en fait, le seul concurrent, ce sont les super-héros, en fait. Donc, on a vraiment une industrie qui est devenue dominante. Si on compte des films, par exemple, comme Pirates des Caraïbes, de prime abord, on pourrait dire c'est pas de la fantasy, mais si, en fait, hein, c'est un univers vaguement historique avec de la magie. Donc voilà, on est dans un univers de fantasy, même si là, pour le coup, la fantasy n'est pas dans un cadre médiéval, mais dans un cadre plutôt, un cadre 17e, 18e siècle, en fait, hein, mais c'est de la fantasy. Donc on a vraiment un genre qui est dominant et qui en plus, par-dessus le marché, maintenant, colonise quelque part la télévision, parce que là, pour le coup, on commence à adapter en série télé des grandes fresques, en fait, hein, de fantasy, mais en prenant l'esthétique du cinéma. Et quand on regarde aussi beaucoup de films de fantasy, il y a quelque chose qui est assez marquant, parce que les cinéastes de fantasy sont des gens qui ont une culture de cinéma, et en fait on se rend compte qu'ils prennent beaucoup des genres du western, en fait. Hein. Donc, beaucoup des tropes, en fait, ou de l'imagerie du western, notamment les grands espaces. Hein. Ça, c'est quelque chose de majeur dans la fantasy. Vous regardez par exemple Le Seigneur des Anneaux, hein, c'est tourné en écran large, en cinémascope et tout, dans des paysages naturels absolument gigantesques. Et c'est-à-dire que, autant dans les années 50-60, le cinéma de dépaysement pour des spectateurs qui viennent majoritairement de zones urbaines, c'est le western, autant aujourd'hui, le cinéma de dépaysement pour une population qui est encore plus devenue urbaine aujourd'hui, c'est la fantasy. La fantasy, c'est vraiment le cinéma qui fait le plus voyager, et on ne voyage pas dans le futur ou dans le 19e siècle américain, comme dans les années 50-60, mais on voyage dans un Moyen-Âge fantasmé, parce que c'est l'exact opposé de notre monde moderne.